tous. Merci de nous rejoindre. Nous allons en fait tenter de répondre dans cette table ronde à une question. Est-ce que les innovations en santé sont appréciées à leur juste valeur? Et j'accueille pour y répondre Frédéric Rothenburger, donc associé gérant Lazare, Andreas Gall, DGD chez Xange et partenaire chez Mutual Impact, Raphaël Wisniewski, associé gérant chez Andera Partner, et Sacha Loiseau, qui est CEO et fondateur de Monakea et venture partner chez Elaya. Alors la première question, c'est pour Raphaël. Alors Raphaël, tu as une longue expérience en VC. Quel progrès et évolution as-tu pu observer depuis ces dernières années en France? Et est-ce qu'une innovation en santé est aujourd'hui reconnue? Bonjour, moi je suis Raphaël Wisniewski, associé chez Andera Partners. On est une société de gestion qui gère 4 milliards en plusieurs stratégies, mais une des stratégies qui fait un quart de notre activité, c'est l'investissement en innovation médicale. Je suis un des associés de cette stratégie. Et donc, comme Chara l'a dit, je fais ça depuis à peu près 25 ans. Donc, j'ai pu en fait voir l'évolution du secteur dans les 25 dernières années. Donc, nous, on a un fonds maintenant qui fait 456 millions d'euros. On a levé au total 6 fonds pour plus d'1 milliard. Et quand j'ai commencé, on avait un fonds qui faisait 20 millions d'euros pour faire le même métier qu'on fait essentiellement maintenant, c'est-à-dire investir dans des startups qui finance l'innovation médicale, la biotechnologie et les technologies médicales. Donc la façon dont nous on voit ça, c'est qu'on fait partie d'un écosystème et d'une chaîne qui va des chercheurs, passant par les technologies de transfert, les sociétés de technologie de transfert, les financeurs, les entrepreneurs, les interactions avec les pouvoirs publics, avec tout l'écosystème, et in fine, passer les produits après toutes sortes de tests, les autorités réglementaires dans les essais précliniques, cliniques. Et si, pardon, excusez-moi, comme moi, si toutes les sociétés, les produits ne sont pas morts, elles ont 50 façons d'être arrêtées. On arrive dans le stade aval qui est l'enregistrement et puis les négociations de prix, lancement commercial, etc. Donc, et à travers tout ça, le financement. Donc, qu'est-ce que moi je vois depuis 25 ans? C'est vraiment une professionnalisation, une ouverture internationale, une internationalisation de notre écosystème et on va dire une maturation. Donc, effectivement, il faut bien avoir en tête que les choses ne peuvent pas se faire en une journée et qu'il y a vraiment un travail de collaboration de tous les éléments de cette chaîne pour valoriser un produit, une innovation médicale. Et quand on pitchait, en fait, moi, mon métier, c'est aussi de lever des fonds, d'investir. On essayait d'expliquer tout ça, l'interaction entre les jeunes sociétés, les plus grosses, etc. Et évidemment, quand on a eu l'exemple du Covid et les vaccins thérapeutiques et BioNTech en Allemagne, le deal avec Pfizer, la commercialisation, la maturation de la recherche, etc., ça nous a permis d'expliquer plus facilement ce qu'on avait essayé d'expliquer pendant 20 ans et donc de faire prendre conscience que effectivement l'innovation médicale, elle est fondamentale pour les patients, pour les sociétés, pour le tissu industriel. Donc là, pour nous, ça a été vraiment une façon d'illustrer le propos. Et donc, comme cet exemple-là, on a bien vu que ça ne s'est pas fait en une année, que l'ARN avait été travaillé et que les vaccins étaient en fait une accélération de toute cette recherche. Donc, pour faire plus court, il y a une prise de conscience, il y a en fait un travail collaboratif, il y a une maturation de tous les acteurs avec un travail. Moi, je m'en souviens quand j'ai commencé, c'était 2 ans après la loi Allègre de 99, donc les chercheurs qui allaient pouvoir créer des startups. Mais vraiment, tout le monde commençait en fait à prendre ses positions. Et ce que je voyais, c'était vraiment des mondes un peu cloisonnés qui se parlaient pas facilement, ou en tout cas qui se connaissaient pas facilement et qui se repassaient pas le ballon. Parce qu'en fait, il faut passer de l'amont jusqu'à l'aval, ultimement avoir un produit.
Et donc, je pense, et c'est ce que je dis à mes collègues qui sont un peu plus jeunes que moi, que les 20 prochaines années seront probablement meilleures en France et en Europe. D'abord, c'est un jeu européen et voire mondial, parce qu'il y a vraiment en fait une plus grande collaboration à chaque aspect. Alors, est-ce que tout est rose? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des choses qui s'améliorent? Évidemment, est-ce que des fois, il y a des choses qui reculent? Oui, bah, je donne un exemple. Dans les technologies médicales, l'Europe avait une avance sur les États-Unis, puisque en fait, on faisait des essais cliniques plus rapidement, avec un environnement réglementaire qui était plus facile. Bon, il y a eu quelques excès, c'est vrai. Il y a eu un coup de barre. Et là, pour le coup, les États-Unis, où il y avait beaucoup de technologies qui venaient des États-Unis, ont bénéficié de ça. Eux, ils ont, on va dire, facilité l'accès. Quand l'Europe a mis la barre haute, a créé beaucoup de bureaucratie sur le sujet. Et donc, en fait, dans cet aspect-là, au niveau européen, c'est moins facile, donc ça ne bénéficie pas. Mais globalement, je dirais que il y a un secteur qui marche ensemble, qui grandit et qui va. Il faut de la patience et de la résilience, mais fournir des nouveaux produits qui ultimement vont pouvoir bénéficier aux patients. Mais il faut de la patience, ça c'est sûr, et de la résilience. Vis-à-vis de tes souscripteurs, l'évangélisation est devenue plus facile. Et on pourra faire aussi le lien avec Amolite, qui est Ouais. une success story très intéressante. Bah, écoutez, très rapidement, donc en fait, nous et la France, ça il faut bien l'avouer, a pas mal favorisé l'innovation. Et là, je fais un renvoi d'ascenseur à la BPI parce que nous, on investit à travers l'Europe et on voit très bien que le soutien de fonds comme des entités comme la BPI est copié même dans d'autres pays, en Allemagne et à peu près partout en Europe. Donc il y a eu vraiment un fort soutien. Cela dit, on a besoin aussi de l'argent privé. Et moi, je suis dans une société de gestion qui gère aussi du private equity. Bah, je peux vous dire que pour convaincre des assureurs, c'est 1000 fois plus difficile que mes collègues de CapDev pour des raisons d'appréciation du risque. Donc ça, mais bon, voilà, il y a eu l'initiative Tibi, donc ça, c'est un pas positif. Un exemple aussi de maturation, et je vais finir là-dessus. Nous, on a investi il y a 3-4 ans dans une société à Lyon en biotechnologie. Et en fait, c'était la troisième société d'un entrepreneur qui en avait déjà vendu deux et qui avait décidé cette fois-ci de faire plus fort, plus gros dès le départ, avec de la syndication internationale, recrutement d'équipes de management internationales, un développement international. Donc la société, elle a pu lever à peu près de plus de 200 millions en 4-5 ans. Produit en phase 3, c'était dans les maladies endocriniennes rares. Et au moment où on allait vers la phase 3 d'enregistrement, dans un dual track, en regardant des pistes de financement public, tour privé ultérieur, il y a comme d'habitude des discussions avec des industriels, ce qui a conduit à une vente à AstraZeneca pour une belle somme et aussi le développement du site à Lyon. Alors évidemment, on aimerait bien qu'il y ait des startups qui commercialisent les produits, mais comme je l'ai expliqué, en fait, on est encore dans un cycle où en fait, il faut que les choses tournent, que l'expérience s'accumule, et donc avoir des succès, ça va permettre à des personnes de recréer des sociétés, à des personnes d'aller dans des sociétés, les fonds à recycler l'argent. Donc en fait, on trouve que en fait, c'est un bel exemple de choses qui va d'avant, à l'avant. Merci Raphaël. Andrea, tu as construit un fonds d'investissement mutuel impact totalement innovant qui est positionné sur un nouveau marché, donc la santé numérique, où les référentiels d'investissement sont en construction, même maintenant, hein. Les modèles de croissance également. Quels arguments tu as pu avancer à tes souscripteurs pour les décider à investir? Alors, je vais commencer par saluer Marie Pirotet, qui est une entrepreneuse qui est venue nous voir et raconter quand même la genèse de ce fonds. Ce fonds a été monté sur la volonté de la Mutualité française de participer à 3 transitions et d'accompagner ces transitions, hein, évidemment. La transition démographique, la transition climatique et la transition numérique. Donc en clair, leur objectif, c'était de faire un fonds santé et impact. Donc la spécificité, c'est impact. Donc ça nous positionne dans des environnements complètement différents de ceux de Raphaël.
On parle absolument plus de biotech ou de choses comme ça. On parle de numérique dans des domaines de santé et avec deux filtres. Un filtre économique sur la notion d'investissement rentable ou pas, et puis un filtre impact, c'est-à-dire de l'avantage, des coûts évités, des avantages pour des bénéficiaires qu'on peut mesurer et suivre au fur et à mesure. Alors, dans ce fonds, la première chose qu'on s'est dit, c'est la Mutualité française, c'est le premier financeur de la santé en France. On le sait, premier financeur, c'est à peu près 137 milliards de financement de la santé par an. C'est à peu près 3000 établissements de santé et c'est un employeur qui emploie à peu près 75 000 personnes. Donc on s'est dit, il y a quand même là, pour essayer de dérisquer un tout petit peu l'investissement, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher, c'est la capacité à accélérer nos entreprises auprès de ce grand donneur d'ordre qui opère un certain nombre de services. Donc ça, on a appelé ça accélération. On l'utilise en amont pour identifier comment un produit a ou n'a pas un market fit. On l'utilise dans la suite des opérations pour essayer d'accélérer les sociétés et leur faire du chiffre d'affaires. Et on le fait auprès des mutuelles qui sont souscriptrices dans le fonds. Et juste pour donner un chiffre, ce fonds qui fait une petite centaine de millions d'euros, il y a 63 mutuelles souscriptrices dans ce fonds. Donc on a quasi l'intégralité de l'écosystème. Donc le premier sujet qu'on vise, c'est de s'inscrire dans cet écosystème mutualiste et d'en profiter de façon très manifeste. Après, puisque comme Raphaël, ou même un peu plus que Raphaël, on fait de l'innovation depuis assez longtemps, on sait aussi qu'on aura obligatoirement quelques taux d'échec. Et on ne s'est pas interdit de faire des stades de développement différents, et notamment en co-investissement avec le groupe Ciparex sur des boîtes qui sont un peu plus matures. Ça permet d'absorber le poids des erreurs qu'on ferait un peu plus sur de l'innovation. Et puis ensuite, sur la stratégie d'investissement, on a focalisé sur 3 grands piliers. Le premier de ces piliers, c'est l'efficience et la qualité des soins. Le second, c'est la prévention. Et la prévention, je fais un petit topo très particulier sur la prévention. On l'a fait en se disant qu'on allait apprendre au sens très large. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la santé environnementale, on recherche des dossiers en santé environnementale, et puis il y a des domaines spécifiques qui intéressent les mutuelles en prévention. Alors, sans aucun, de façon assez naturelle, des domaines qui vont de la santé au travail, en passant par la femtech, les technologies pour les femmes, en revenant par le suivi des maladies chroniques. Donc on retrouve à chaque fois les grandes préoccupations des mutuelles sur leur sujet de dépenses. Hein. Et on retrouve évidemment le dentaire et l'optique, qui sont les principaux sujets de dépenses des mutuelles. Et puis le troisième pilier, c'est la partie accompagnement des populations en perte d'autonomie. Je vais peut-être vous donner un ou deux exemples d'entreprises financées par pilier pour que vous ayez un peu une compréhension de pourquoi et comment on a considéré que certaines boîtes étaient impact. Je vais donner un premier exemple sur la partie efficience et qualité des soins. On a fait une boîte qui s'appelle Samantri, qui est une technologie issue de Suisse qui sert au bloc, notamment pour les cancers du sein. C'est Octobre Rose en ce moment, donc autant en profiter. À analyser la tumeur qu'on a retirée et notamment analyser ce qu'on appelle les marges de résection pour s'assurer qu'on a enlevé toute la tumeur. Le grand avantage de cette technologie, c'est qu'utilisée au bloc, elle permet, si on a mal opéré, de finir l'opération dans le même acte et donc de ne pas réopérer la femme qui a été opérée quelques semaines après. Je vais redonner un deuxième exemple peut-être sur le sujet des populations dépendantes. Vous avez sans doute vu le passage de la flamme. On est évidemment investisseur chez Wondercraft dans les exosquelettes. Et puis en prévention, je vais vous donner un autre exemple. On est investisseur dans une société qui fait, elle, pour le coup, des exosquelettes passifs pour protéger des troubles musculo-squelettiques. Et à chaque fois, ce qu'on va essayer de trouver quand on va chercher des domaines d'investissement, c'est des domaines dans lesquels on a un impact très fort et sur lesquels le marché adressé a une taille suffisante pour que la performance financière soit couplée à ça. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Merci Andrea. Frédéric, je me tourne vers toi. Alors, quelle est ton analyse de la dynamique de marché dans la santé Si tu as des tendances un peu en France, en Europe, en US, est-ce qu'on est en haut de cycle, bas de cycle? Est-ce qu'on est en pleine crise? Est-ce qu'il y a moins de deals, moins de sessions? Comment ça se passe? Bonjour à tous. Donc en santé, tout d'abord, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le patient. Et si on regarde un peu sur longue période, on assiste quand même à une amélioration de l'espérance de vie
globale, même s'il y a de l'hétérogénéité, il y a des contrastes dans le monde, et il y a pu y avoir des ralentissements, notamment suite au Covid, mais on assiste quand même à une amélioration de l'espérance de vie. Et Raphaël mentionnait l'ARN messager tout à l'heure, il y a des énormes grappes d'innovation qui sont arrivées au cours des dernières années et qui permettent d'améliorer les conditions de vie, qui permettent de traiter des maladies qui ne pouvaient pas être traitées il y a de cela quelques décennies, quelques années même. Et donc, par rapport à ta question, Chara, c'est vrai que poser la question de l'innovation, c'est aussi poser évidemment la question de son financement. C'est pas un gros mot. Et vous soulignez la chance qu'on a de vous avoir ici en tant que financeur, que ce soit du public ou du privé, dans le secteur de la santé. Un secteur de la santé qui, comme tu le mentionnes, en creux, en fait, a connu un boom post-Covid. Quand je dis un boom, c'était un boom en termes de levée de fonds, que ce soit des levées de fonds privées ou des levées de fonds publiques via les IPO, les introductions en bourse, et puis aussi via le M&A, Merger and Acquisition, fusion et acquisition. Donc nous, chez Lazare, on accompagne des sociétés à l'achat ou à la vente sur des sujets justement de fusion-acquisition ou de licence ou de partenariat. Et donc, on voit en effet que depuis maintenant 24 mois, on a eu un ralentissement suite à ce boom 2020-2021. Ralentissement qui se traduit par des fenêtres d'IPO qui sont fermées, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis. Les IPO sont assez rares. Et par ailleurs, sur les levées de fonds, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est de plus en plus compliqué, avec en creux autour de nous un environnement qui n'est pas forcément mauvais ou bon, c'est qu'il est instable, incertain. On le voit au quotidien, vous lisez les journaux, vous regardez la presse, il se passe des choses au niveau géopolitique, il se passe évidemment les élections américaines qui vont arriver, et quand bien même la politique monétaire se détend, les perspectives de réduction des taux ne sont pas encore complètement stabilisées, et il y a des incertitudes sur la vitesse de réduction des taux. Donc un environnement incertain que les marchés financiers n'aiment pas, et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, sur les IPO, sur les levées de fonds, on a une situation très challenging, en mauvais français. Et encore une fois, ça va être hétérogène parce qu'il va y avoir des sociétés qui s'en tireront mieux que d'autres. Et notamment, il y a des géographies qui vont s'en tirer mieux que d'autres. Un dernier point sur les fusions-acquisitions. Elles sont stables. Après, c'est des acquisitions et des cessions qui sont de plus petite taille que ce qu'on a pu voir les années passées. Il y a différents éléments explicatifs. Il y a notamment l'antitrust, avec tout le droit de la concurrence aux États-Unis, où il y a une responsable de la FTC, qui est l'autorité de la concurrence aux États-Unis, qui a été nommée par Biden, qui est extrêmement stricte et qui évite, qui se fait en sorte, qui ne souhaite pas qu'il y ait des grosses mergers, des grosses fusions entre grosses pharma. Et donc, on assiste à des dossiers, des deals M&A qui sont potentiellement de plus petite taille, mais qui peuvent permettre à des... on évoquait le success story Amolyt, qui peuvent permettre à des biotech, à des medtech, de trouver quelqu'un qui va permettre de les accompagner, de créer de la valeur pour les actionnaires, mais comme je disais au début de mon propos, également de permettre aux produits, aux médicaments, aux devices, de rencontrer les patients le plus vite possible. C'est aussi ça l'idée, c'est que parfois avec une grosse pharma, c'est quand même plus facile d'aller déployer. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Et comment sont perçues les sociétés françaises au moment des transactions Alors, très très bonne question. Les sociétés françaises, en fait, ont toujours, je pense, bénéficié d'un très bon aura scientifique. Et on voit en termes de publications, en termes de présence dans les congrès scientifiques, je pense que toute la partie recherche en France est très valorisée, reste très valorisée. En revanche, c'est la partie D du R&D qui parfois est plus compliquée. Sur les sujets de financement que je viens de mentionner, mais pas que. Un exemple tout bête, si vous regardez sur les biotech, on en parlait la semaine dernière, sur les valorisations de biotech en France, vous n'avez pas une aujourd'hui qui dépasse le milliard d'euros de capitalisation boursière, pas une. Vous regardez en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, on parlait de BioNTech, ça fait en dessous de 30 milliards. Aux Pays-Bas, vous avez Argenix qui fait 30 milliards. Donc il ne faut pas généraliser. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que côté développement et après capacité à se financer, on a atteint en France peut-être un plafond de verre, et il faut qu'il y ait des belles histoires comme Amolyt pour pouvoir contribuer à le faire voler en éclats. Merci Frédéric. Alors Sacha, tu es notre entrepreneur aujourd'hui. Que fait Monaka et quelles difficultés tu as rencontrées? On a 2-3 heures. En fait, tout a déjà été dit. Donc, en filigrane, donc Monaka, une société qui est une vieille start-up
qui a inventé un procédé d'imagerie qui permet d'aider les médecins à considérablement améliorer la précision diagnostique dans le cas de certains cancers. Mais en fait, le vrai sujet, c'est effectivement pourquoi est-ce que Mauna Kea est emblématique des difficultés de développement d'une société de technologie médicale en France. Ce qu'on a entendu, qui était très vrai, c'est qu'il y a plein de choses qui se sont améliorées depuis 25 ans. Mauna Kea fait partie des premières startups un peu emblématiques des années 2000 dans le domaine des technologies médicales, qui a suivi un parcours qui est celui qu'il est. Et aujourd'hui, si on regarde la photo de technologie médicale en France, on se rend compte qu'on a des bons entrepreneurs, on a même des entrepreneurs multirécidivistes. Donc, on a parlé de celui d'Amolyt, ça c'est la biotech, mais il y en a aussi en medtech. On a des très bons chirurgiens, des très bons médecins. On a un très bon financement de l'innovation early stage. Donc, on sait aider des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses à monter leur boîte et à financer le début. Et pourtant, quand on regarde le pendant de ce que Frédéric vient de dire, eh bien, il n'y a pas de grande capitalisation de medtech en France. Il y en a zéro, comme la biotech. Et il y a même très très peu d'entreprises de taille intermédiaire. Et quand elles existent, elles sont très très vieilles. C'est des boîtes qui sont dans le paysage depuis des décennies et des décennies, parfois 100 ans. Il n'y a pas, comme dans la tech, des boîtes qui ont été créées dans les 20 dernières années et qui valent aujourd'hui des milliards. Il y a des produits qui génèrent des milliards d'euros, ou plutôt de dollars de revenus, qui ont été créés par des boîtes françaises, mais ce n'est plus des boîtes françaises qui les commercialisent depuis très longtemps. D'ailleurs, elles ne les ont jamais commercialisées. C'est des grandes boîtes américaines, ou européennes d'ailleurs, ou chinoises, ou japonaises, etc. Donc on voit bien qu'il y a bien un problème quelque part. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entreprendre dans le domaine des technologies médicales, et que quand on revient à la question de la table ronde qui est est-ce que l'innovation médicale est appréciée à ses justes valeurs, on peut se poser vraiment la question, puisque si c'était le cas, il se passerait quelque chose. Et c'est pour moi le point clé de ce problème, c'est que le marché français, qui doit être un marché important, même si on est un petit pays, mais on est quand même la 7e puissance économique mondiale, jusqu'à preuve du contraire, ce marché devrait être le marché de prédilection des entreprises en technologie médicale. Or, il ne l'est pas du tout. Donc Raphaël l'a dit, si on veut faire des essais cliniques aujourd'hui, le meilleur endroit au monde, c'est l'Australie. Pratique, quand on est une boîte en France, c'est super bien. Quand on veut avoir un accord réglementaire, avant, comme tu l'as dit Raphaël, bien sûr que c'était l'Europe, c'était tellement plus facile que d'avoir l'accord de la FDA. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus dur. Donc maintenant, il faut se tourner immédiatement vers des pays très lointains pour faire des essais cliniques et d'autres pays difficiles, parce qu'il ne faut pas croire que les États-Unis c'est facile, pour aller mettre un produit sur le marché pour la première fois. Donc voilà, donc on a un vrai souci en Europe, pas uniquement en France maintenant. Avant c'était pas mal en France, maintenant c'est un peu généralisé, d'accès au marché et d'aide au développement commercial des sociétés dans ce domaine. Est-ce que les évolutions sur le diagnostic médical grâce à la donnée, grâce au numérique, permettent d'espérer qu'il y a quelques évolutions qui vont arriver ? Alors oui, non, mais il y a des très belles success stories en France. Donc il y a des boîtes comme Cardiologues qui ont aidé, qui aident les cardiologues à faire un meilleur diagnostic des ECG. Cardiologues aujourd'hui, c'est Philips. Donc c'est plus une boîte française, mais c'est européen, c'est quand même bien. Il y a Therapixel qui fait de l'IA sur la mammographie et qui fonctionne très 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 bien et qui va aider les radiologues à mieux détecter le cancer du sein. Therapixel ne restera sûrement pas évidemment indépendant d'une boîte française à une échéance peut-être assez courte. Et c'est le cas pour toutes les très belles sociétés, par exemple d'IA pour le diagnostic qui se montent en France. Donc c'est super, on sait les monter, on sait les amener à un certain niveau, mais ensuite malheureusement on est un peu bloqué. Merci Sacha, merci. Alors Andrea, donc le fonds Mutuel Impact est un fonds impact. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Et si tu peux nous dire en fait quels critères extra-financiers sont ciblés et quelle est la place de la performance financière dans l'évaluation globale en fait. Peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'impact, on va analyser 3 choses. On va analyser l'intentionnalité du dirigeant. On va ensuite mettre en place des systèmes de mesure de l'impact. Donc on va se fixer des objectifs en corrélation avec le business plan. Et puis ensuite, on va essayer d'ajouter des additionnalités,
c'est-à-dire à la fois l'équipe de gestion et les souscripteurs dans le cas de Mutuel Impact, puisque les souscripteurs ont beaucoup à apporter pour générer plus d'efficacité et plus d'impact. Alors, dans le process même du fonds, ça veut dire que, comme c'est un fonds impact, on a en réalité 2 comités différents. L'un impact, dans lequel on a regroupé les mutuelles et dans lesquels on va appréhender avec elles tout ce que ce produit peut apporter de bénéfices en identifiant entreprise par entreprise des indicateurs très spécifiques. Je vais reprendre un exemple très simple. On parlait tout à l'heure d'ergosanté et des troubles musculo-squelettiques. On va suivre bêtement le nombre d'exosquelettes diffusés, donc le nombre de personnes maintenues dans l'emploi grâce à ces exosquelettes. On est dans cette logique avec nos souscripteurs d'identifier ce que peuvent être ces indicateurs, de regarder par ailleurs les thèmes de prédilection des mutuelles en réalité, c'est-à-dire à la fois l'accessibilité. On a quand même une problématique de déserts médicaux. On a une problématique aussi de population maltraitée. On parlait tout à l'heure de Femtech. Les femmes sont maltraitées en termes de santé. Donc c'est un axe particulier d'attention dans le fond. Et on va à partir de là regarder, fixer ces indicateurs et les suivre dans la durée de la vie du fonds. Et on a évidemment créé, comme toujours, un alignement d'intérêt entre les objectifs de l'équipe de gestion, les objectifs des souscripteurs et les bénéfices qu'on obtient. Et je pense que c'est important de noter que c'était une volonté forte du souscripteur et que cette volonté montre bien qu'elle s'inscrit dans les valeurs de la mutualité française et dans le rôle que veulent jouer demain les mutuelles. Et notamment, quand on va essayer de mesurer cet impact, on va mettre en place des méthodologies où on va d'une part regarder quelle est la profondeur de cet impact, quelle est la rapidité d'arriver sur le marché, et puis ensuite de regarder quelle est la population de bénéficiaires adressés. Parce qu'un très fort impact sur 10 personnes, c'est pas la même chose qu'un impact un peu plus faible, mais sur des millions et des millions de personnes. Donc voilà, on est dans cette logique-là, et on a des débats permanents avec le souscripteur. Merci. Merci beaucoup. Sacha, tu es venture partner chez Elia et donc tu vois beaucoup d'innovations, notamment avec le numérique, la santé. Et si tu peux nous donner quelques exemples d'entreprises assez emblématiques que tu vois en fait, qui vont révolutionner le diagnostic médical. Et quels conseils tu donnes à ces entreprises pour qu'elles se mettent assez tôt sur un chemin de croissance? Alors, un exemple récent qui a été dans l'actualité, c'est la société Sonio, qui a justement été créée par une femme, une entrepreneure fantastique. Et c'est un dispositif à base d'IA, mais pas uniquement, qui était destiné à aider les médecins qui font des échographies pendant la grossesse, donc les 3 échographies au moins, à faire un meilleur diagnostic et surtout ne pas rater ce qu'on peut malheureusement rater, qui sont des problèmes fétaux et qui peuvent être traités pour beaucoup pendant la grossesse. Cette société a fait plein de très bonnes choses très vite, donc justement des accords réglementaires, des accords avec aussi d'autres sociétés. Elle a embauché quelqu'un qui connaissait très très bien ce milieu-là et qui a pu justement interagir avec des corporates, des stratégies dans ce domaine. Et puis elle a récemment été rachetée par Samsung Medicine, pour une très belle somme. Finalement, ce qu'on voit, je pense, dans les sociétés qui réussissent le mieux, c'est le fait, et Raphaël l'a dit pour Amiolit, c'est très vite de se dire qu'il faut embaucher les meilleures personnes où qu'elles soient dans le monde. Donc pour ça, il faut disposer de moyens importants. Donc il faut très bien s'entourer et il faut très rapidement penser global. Encore une fois, on en revient toujours au même problème, c'est que pour faire ça, il faut se donner les moyens, il faut les avoir, il ne faut pas avoir peur, bien sûr. Donc voilà, donc je dirais que d'abord, il faut être résilient et il faut très vite avoir un plan de développement international avec les meilleurs. Merci Sacha. Et Frédéric, quels conseils tu donnerais en fait aux dirigeants qui nous écoutent pour susciter l'intérêt d'un acquéreur futur? Qu'est-ce qu'ils doivent organiser? C'est quoi les ingrédients de succès? Alors, la première chose, c'est que ce n'est pas forcément une fin en soi d'avoir un acquéreur et d'être acheté. Justement, on parlait de certaines grosses sociétés, BioNTech en Allemagne ou Gilead aux États-Unis en biotech. Enfin, c'était une boîte qui a été créée à la fin des années 80-90. Aujourd'hui, c'est une boîte qui rachète d'autres boîtes. Enfin, donc, en gros, il ne faut pas, à mon avis, quand on est entrepreneur, en modeste conseil, penser tout de suite à se faire racheter par quelqu'un, mais d'abord à se développer en stand-alone. Ça serait mon premier conseil. Et le deuxième, c'est le conseil qu'a donné Sacha, c'est savoir se faire entourer.
Faire de la recherche, c'est autre chose que de faire des essais cliniques, c'est autre chose que d'obtenir des autorisations réglementaires aux États-Unis ou auprès de l'Agence européenne du médicament. Et ça, c'est un autre métier. D'accord, super, merci. Alors j'ai une dernière question pour vous, messieurs. Quelles sont vos recommandations pour faire plus de success stories comme Amolite? Continuer à favoriser l'entrepreneuriat et avoir le plus de gens possible qui ont la passion de l'amélioration des soins aux patients, parce que c'est ça qui nous fait nous lever le matin. Merci Sacha. Raphaël? Je dirais qu'il faut continuer à être patient, de vraiment creuser le sillon, et pour les différents intervenants, être créatifs et réactifs pour s'adapter et vraiment de garder le cap. Peut-être en 2 mots, d'abord avoir plus de gros industriels ou de payeurs qui, comme la Mutualité française, se lancent dans des aventures pour financer efficacement et collectivement les entreprises. Et puis peut-être quand même se poser la question de tout ce chemin réglementaire pour avoir droit à soit un marquage, soit des remboursements. Il est quand même assez lourd, donc s'il pouvait s'alléger un tout petit peu, ce serait quand même pas mal. Et en un mot, être persévérant. Merci à vous. Merci à vous quatre. Merci infiniment.